commence vers 750 avant l'ère chrétienne. C'est la date des plus anciennes nouvelles. Elle s'étend donc sur une période de près de 1400 على جانب هام وهو عن طريق التمائم ومدى هيمنة الدين في حياة الإنسان. La fortunata posizione di quest'angolo sud-occidentale dell'Arabia, che collegava 2 mari e 3 continenti, ha fatto sì che diventasse un crocevia. L'histoire de l'Arabie antique commence vers 750 avant l'ère chrétienne. C'est la date des plus anciens documents écrits qui nous renseignent sur les royaumes et sur leurs habitants. Cette histoire de l'Arabie antique s'achève avec la fondation de l'islam qui entraîne une réorganisation complète et marque le début d'une ère nouvelle. Elle s'étend donc sur une période de près de 1400 ans, soit autant que l'histoire islamique. L'histoire de l'Arabie antique est assez compliquée parce que la péninsule a été longtemps divisée en de nombreux États. Il n'est pas nécessaire de se souvenir du nom de tous ces royaumes. Il suffit de retenir celui de Saba, le royaume yéménite fondateur de la civilisation arabique, qui a servi de modèle à tous les autres. C'est d'autant plus facile que Saba est universellement célèbre grâce à la fameuse reine de Saba. L'Arabie n'a été unifiée que pendant une brève période, entre 400 et 570 de l'ère chrétienne, par le royaume yéménite de Himyar. Les textes arabiques antiques, qui sont la source principale, se comptent en dizaines de milliers. Ils classent l'Arabie antique parmi les civilisations du monde qui ont livré le plus grand nombre d'inscriptions et peuvent être appelées les civilisations de l'écriture. Les inscriptions antiques nous apprennent énormément de choses sur l'Arabie antique. Elles nous éclairent sur l'organisation politique avec la mention d'une trentaine de royaumes, de très nombreux rois et de diverses institutions. Elles nous renseignent sur les pratiques religieuses, polythéistes puis monothéistes. Elles transmettent des informations précises sur l'organisation sociale, notamment le nom de tribu et celui de prince. Les inscriptions antiques révèlent que l'affirmation d'une identité arabe apparaît vers le IVe siècle de l'ère chrétienne, en opposition avec l'identité himyarite qui était précédemment dominante. Elle met également en évidence des évolutions continues dans l'organisation tribale, mais aussi de remarquables permanences au Yémen et ailleurs. La collection Al-Sabah est une belle porte d'entrée à la civilisation de l'Arabie ancienne. Elle comporte plusieurs dizaines de très belles pièces avec des inscriptions qui peuvent être longues. Ces pièces de la collection Al-Sabah présentent 3 particularités. Tout d'abord, elles sont très majoritairement en métal, alors que dans la plupart des autres collections, c'est la pierre, inscrite ou sculptée, qui domine. La deuxième particularité est que nombre de ces objets en métal sont de superbes pièces d'orfèvrerie reproduisant des motifs gréco-romains qui illustrent l'intégration de l'Arabie dans le monde méditerranéen. La troisième particularité est que beaucoup de ces pièces luxueuses appartenaient à des femmes. Les pièces de la collection Al-Sabah illustrent la richesse et le raffinement des aristocraties antiques de l'Arabie. Elles éclairent l'histoire politique et religieuse, elles documentent la diversité linguistique, elles font découvrir l'une des grandes civilisations du monde antique. تميز حلي المجموعة الذهبية لمجموعة الصباح بعددها الكبير وتفردها وتنوعها. لهذا هي تعتبر إحدى المجموعات الهامة، فهي تحتوي على العقود والأساور والخواتم والأقراط وعلى عدد كبير من التمائم وأيضا بعض الأختام. ويعود تاريخ أقدم حلية فيها إلى القرن السادس قبل الميلاد، أما المجموعة الأكبر فهي من القرنين الأول والثاني الميلادي.
تتميز هذه المجموعة عن غيرها من المجموعات الأخرى باحتوائها على عدد كبير من التمائم. هذه التمائم أعطتنا معلومات جديدة عن المعتقدات الدينية والسحرية، وممكن أن نقول أنه وجدت بصمة محلية في الحلي نجدها في أشكال مثل شكل الثور وشكل الجمل تتبع التقاليد الصارمة الموجودة في المنحوتات الحجرية والبرونزية. من ناحية أخرى تعرفنا على جانب هام وهو عن طريق التمائم ومدى هيمنة الدين في حياة الإنسان وتضرعاته. فهناك التجأ الإنسان بهذه التمائم إلى آلهات مثل نسر وحول وشمس والعزى، وهي تضرعات أو توسلات للحماية، وفي صيغ دينية مقدسة اعتمدت على فعالية الكلمة وقداستها، وبهذا هي تمثل أو تماثل مع حضارات الشرق القديم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ممكن نتكلم عن التقنيات التي تقوم على سبك الذهب وصهره وتقنيات التصفيح والطرق، لكن الشيء المهم فيها أنه استخدم تقنيات خاصة مثل الحبيبات الدقيقة، وهي تعتبر من التقنيات المعقدة جدا. إضافة إلى ذلك استخدم الأسلاك الدقيقة في صناعة الحلي، الزجاج الملون فيما يعرف بصناعة التكتيف، وأيضا ترصيع الأحجار الكريمة. إنما الشيء الأساسي والذي تفردت فيه هذه الحلي وجود نقوش بالخط المسند، استخدم فيها الحرفي الطرق الخفيف والضغط على الصفائح الذهبية، وهذا أعطى للحلي نوع من الريادة والاستقلالية. La fortunata posizione di quest'angolo sud-occidentale dell'Arabia, che collegava 2 mari e 3 continenti, ha fatto sì che diventasse un crocevia di scambi non solo di beni ma anche di idee. Il cammello, o più propriamente il dromedario, ha permesso a questi popoli di entrare in contatto con le genti dell'Arabia settentrionale, con l'Egitto, con la Mesopotamia e successivamente con i persiani. Negli annali assiri di VIII secolo a.C., 2 sovrani sabei, 2 Mukarrib, Caribile e Yatamar, sono citati come tributari degli assiri. Questi contatti si riconoscono anche nella produzione figurativa, soprattutto la produzione in bronzo, come i leoni ruggenti o la Sfinge, e l'iconografia della caccia al leone sul carro trainato da cavalli della coppa, che riprende il tema della coppa di Nimrud o il tema del rilievo di IX secolo del re neo-assiro Ashurnasirpal II, in un periodo tra l'altro in cui i sudarabici non conoscevano ancora il cavallo. Fin dalle prime espressioni artistiche, gli animali sono i veri protagonisti della vita dei sudarabici. Gli animali selvatici come lo stambecco, lo struzzo, l'orice o anche l'asino selvatico, o gli animali domestici come il toro e il cammello, sono presenti in ogni forma d'arte sacra, cultuale o funeraria, in sculture in pietra o in opere in bronzo fin dall'inizio del primo millennio a.C. I sudarabici dimostrarono di avere una grande maestria nella lavorazione dei metalli, soprattutto il bronzo, con cui crearono opere di ogni genere, statue, vasellame, iscrizioni destinate ai templi, e con la stessa maestria crearono delle opere in pietra
Con l'intensificarsi dei traffici marittimi a partire dalla fine del I secolo a.C., i sudarabici non restarono indifferenti alle fresche correnti che venivano dal mondo greco-romano, importando da quel mondo dei modelli e attingendo a quel repertorio e iconografie che rompevano con la tradizione locale e che erano utili a soddisfare una committenza sudarabica sempre più facoltosa ma sempre più esigente ed anche più in linea con i tempi. Ne sono l'esempio le statue in bronzo dei comandanti o principi sudarabici con corazza, con la lorica di tipo ellenistico e la straordinaria argenteria con tutte quelle iconografie attinte del repertorio dell'arte classica che sono esposte in questa mostra della collezione Al-Sabah. La collection Es-Sabah illustre admirablement l'usage de l'écriture en Arabie pendant l'Antiquité. Dans l'Arabie pré-islamique, deux écritures ont été utilisées successivement. La plus ancienne est un alphabet propre à l'Arabie, qu'on peut appeler alphabet géométrique d'Arabie. Au premier millénaire avant l'ère chrétienne, cet alphabet géométrique d'Arabie est utilisé dans toute la péninsule, notamment au Yémen, dans le Hidjaz et en Arabie orientale. À partir de 500 avant l'ère chrétienne, il est concurrencé dans le nord de la péninsule par l'alphabet araméen. Finalement, vers 450-500 de l'ère chrétienne, l'alphabet araméen donne naissance à un nouvel alphabet qui est l'alphabet arabe que nous connaissons aujourd'hui. Cet alphabet arabe, qui dans un premier temps est propre aux populations arabes, s'impose dans toute l'Arabie et au-delà lors de la fondation de l'islam. Seul l'alphabet géométrique d'Arabie est illustré dans la collection Es-Sabah. Il apparaît près de 1000 ans avant l'ère chrétienne. Les premiers documents ne sont pas de véritables textes, mais de simples mots gravés sur des poteries. Les premiers textes apparaissent vers 750 avant l'ère chrétienne. L'alphabet géométrique d'Arabie est apparenté aux alphabets du Levant, notamment le phénicien au Liban. Comme eux, il note uniquement les consonnes. Ces lettres sont au nombre de 29 avec une forme géométrique. Elles ne sont pas attachées les unes aux autres. Les mots sont séparés par un trait vertical. C'est donc une écriture qui est très facile à déchiffrer. Les documents dans l'écriture géométrique d'Arabie peuvent être classés en 3 catégories. La première catégorie est constituée par les textes formels, parfaitement calligraphiés par des professionnels qui se comptent en milliers. Ces textes formels sont la source la plus riche en données historiques. Ils visent principalement à célébrer leurs auteurs et à entretenir leur mémoire. Ils sont conçus pour durer très longtemps. C'est pourquoi ils sont inscrits sur des supports inaltérables comme la pierre et le métal. Comme ils sont commandités par des personnages exerçant de hautes responsabilités politiques et religieuses, ils nous éclairent sur les institutions et sur les cultes. Pour désigner ces textes formels, le savant yéménite El-Hassan el-Hamdani, qui a vécu au Xe siècle de l'ère chrétienne, utilise le terme mousnad. La deuxième sorte de texte est constituée par des documents d'archives incisés sur des bâtonnets de bois par des professionnels. Ils sont écrits dans une forme cursive d'écriture. Ce sont surtout des correspondances, des contrats, des listes et des oracles. Ils se comptent également en milliers. El-Hamdani les appelle Zabour. La troisième sorte de texte comprend les innombrables petits documents hâtivement gravés par les voyageurs ou les pèlerins, tout particulièrement sur les rochers du désert. Ils se comptent en centaines de milliers. L'écriture géométrique disparaît d'Arabie lors de la fondation de l'islam, mais elle survit en Éthiopie jusqu'à nos jours. Les langues utilisées dans les inscriptions présentent une certaine variété
avec des langues très semblables à l'arabe et d'autres plus ou moins apparentées. On en distingue une dizaine. Les inscriptions en langue arabe archaïque apparaissent vers le début de l'ère chrétienne. Elles sont alors écrites dans 3 alphabets différents. C'est seulement à partir de 500 de l'ère chrétienne que les inscriptions en langue arabe sont écrites en alphabet arabe. Elles se comptent en dizaines. Les langues attestées dans les inscriptions de la collection sont principalement le sabaïque du royaume de Saba et le qatabanique du royaume de Qataban. Tous les textes antiques qui nous sont parvenus ont une finalité pratique. On ne connaît aucune composition littéraire si on accepte la poésie. Il n'existe aucune trace de recueil traitant de mythologie, de sagesse, de rites religieux ou de techniques. Concernant la poésie, elle est illustrée par 3 documents en vers rimés gravés dans la pierre. Le plus ancien date de 100 de l'ère chrétienne.